makes everything move. Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. On y va. Bien, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là. En plus, c'est bien comme endroit. Il paraît que vous avez passé votre thèse ici. C'est, mais de l'autre côté, en fait, donc. Voilà. Donc voilà, maintenant le professeur est là. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de cette question, l'innovation, facteur de progrès, point d'interrogation. Évidemment, le point d'interrogation, c'est ce qui est le plus important dans cette affaire, c'est qu'on puisse se poser la question, connaissant
assez bien les organisateurs de cette manifestation et leur perversité d'esprit naturelle. Je sais qu'ils l'ont fait exprès. Donc on va parler de tout ça. C'est un vieux débat, hein, c'est pas neuf. On sait que l'innovation comporte des risques depuis que Léonard de Vinci a apporté sa pierre à cette institution qui a apporté beaucoup à l'humanité, comme chacun sait, qui est la mine antipersonnelle. On le sait depuis la crise des subprimes. Les subprimes, c'était considéré à l'époque comme une formidable innovation dans le monde de la finance. Alors ça n'a pas donné tous les résultats escomptés. C'est un vieux débat. C'est également une question philosophique, hein, d'attitude par rapport à l'innovation, par rapport à la nouveauté, par rapport à la disruption. On va parler de ce mot parce que c'est assez intéressant. J'ai trouvé une citation de Diderot qui m'a beaucoup fait rire, qui dit « Lorsque le prêtre favorise une innovation, elle est mauvaise. Lorsqu'il s'y oppose, elle est bonne. » Finalement, on retrouve toujours à la question de la foi. Hein. Est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on n'a pas envie? Alors, pour en débattre, aujourd'hui, nous avons deux stars, deux vraies stars. À ma droite, Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, vous m'arrêtez si je me trompe. Alors vous êtes professeur un peu partout, hein, à l'American University, je crois, à Sciences Po, à Polytechnique. Vous êtes chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, un des plus beaux endroits de Paris, c'est extraordinaire. Vous avez travaillé sur la question de la démocratie, le courage. Je vais même faire un peu de promo, parce que je crois que j'ai votre livre ici, là, non? Votre dernier livre sur le courage, la fin du courage. Je vous encourage à l'acheter, d'ailleurs. Ouais, c'est pas terrible, je sais. Voilà, vous êtes par ailleurs vice-présidente d'Europa Nova, qui est un think tank dédié à l'Europe et à la construction européenne, et vice-présidente également de la Fondation Nicolas Hulot. Ah, c'est écrit sur le papier. Bon, de toute façon, j'ai tendance à penser que vous feriez mieux d'être présidente plutôt que vice-présidente, hein. Globalement. À ma gauche, Bernard Bigot. Donc, alors, vous êtes administrateur général du commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes un scientifique, vous. Et ah, voilà. Ça, on va voir si c'est du greenwashing ou pas. Vous allez nous en parler. Vous êtes un scientifique, agrégé de sciences physiques, docteur en sciences en chimie. Vous avez travaillé au CNRS. Vous avez même fait un peu de cabinet ministériel. En 2002, c'était chez qui? Avec Claudie Ignoret, avec l'astronaute. Voilà. Bon, alors, on va commencer par la grande question, parce qu'en fait, je vais m'asseoir, hein, histoire de ne pas faire d'ombre aux autres. La grande question qu'on se pose sur le progrès, l'innovation et le progrès, c'est au fond, est-ce que l'innovation est vraiment à la mode? Il y a une époque où l'innovation ne l'était pas. Et puis, on a l'impression d'être aujourd'hui à la fois dans une période où Schumpeter est célébré partout. Et la clé de tout, c'est l'innovation. Il y a des séminaires sur l'innovation, on parle de l'innovation partout. Il y a des cabinets de conseil en innovation, c'est des choses qui existent. Et puis en même temps, il y a tous ces débats sur le principe de précaution. Alors l'innovation, c'est à la mode, c'est une valeur positive, vraiment aujourd'hui, ou pas? Cynthia Fleury. Je sais que vous n'avez pas envie de commencer, mais je suis désolé. Donc, bonjour à tous. Vous avez bien lancé le débat. Effectivement, sur la question juste de la mode, vous avez très clairement, en tout cas aujourd'hui, une instrumentation de l'innovation, dans la mesure moi, où je suis toujours étonnée, perplexe même, devant ce paradoxe entre un surinvestissement dans une innovation technique qui vient renforcer un non-changement. Donc on voit la non-linéarité, entre guillemets, de l'innovation, et le sous-investissement dans une innovation qui créerait un changement assez fort et qui ne viendrait pas adouber un état de fait. Donc les motivations de l'innovation, fondamentalement, elles sont à interroger, ou alors il faut définir un peu autrement l'innovation et pas simplement effectivement s'arrêter sur le caractère technique, qui est absolument déterminant, hein, bien sûr, mais s'interroger effectivement sur la finalité. Et vous voyez tout à fait que c'est jamais la passion de la découverte qui anime l'investissement de l'innovation. Donc, jamais, vous dites, vous allez fort quand même. Non, mais en tout cas, oui, vous avez raison. En tout cas, c'est
rarement la passion de la découverte uniquement, en tout cas, qui est prioritaire sur le reste. Et quand je dis... non, et en plus, vous allez voir, je défends l'innovation, donc vraiment, je prends des chemins de traverse. Donc, mais il n'empêche que vous ne pouvez pas, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, considérer les mêmes types d'innovations, trading à haute fréquence, toutes les innovations financières, vous parliez des subprimes qui ont été des innovations financières. Un des hauts lieux de l'innovation ces dernières années, c'est la dérégulation de la finance, et la finance tout court d'ailleurs, et puis ensuite la dérégulation. Et puis, de l'autre côté, vous avez des innovations totalement sous-investies qui, moi, me passionnent davantage sur les outils de régulation démocratique, les outils citoyens, et ce que je peux appeler de l'innovation démocratique, au sens où nous fonctionnons, nous, État de droit, avec des principes essentiellement issus du XVIIIe siècle, et qu'on remet assez peu en cause, alors que la mondialisation, de toute façon, les rend pas nécessairement obsolètes, mais en tout cas rend leur efficacité beaucoup plus compliquée. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'innovation, c'est construire les légitimités de demain. Et à partir du moment où on met cette innovation dans ce service-là, ou en tout cas dans cette exigence, parce que on n'essaie pas nécessairement en amont où ça nous mène, je suis bien évidemment un très grand partisan de l'innovation comme facteur de progrès au sens de Condorcet. Bernard Bigot, est-ce que c'est l'innovation au CEA? Non, je ne vais pas faire la polémique comme ça, mais ne part pas de l'idée de faire avancer le monde? Je crois que le CEA qui va fêter l'année prochaine ses 70 ans et a été construit sur cette idée qu'il y a des besoins qui peuvent être mieux satisfaits si on maîtrise mieux la compréhension des phénomènes physiques, chimiques, biologiques. Donc le progrès, vous l'avez évoqué, c'est cet espoir d'un mieux, et là il y a un ressenti pour tout à chacun, un mieux individuel ou un mieux collectif, et de se donner les outils pour effectivement aller dans cette direction. Et à la différence peut-être de Madame Cynthia Fleury, nous avons la conviction que ce mieux, il est dans un investissement scientifique, technique, avec une écoute évidemment de la société, parce que vous avez parlé d'innovation. Une innovation, c'est quelque chose de nouveau, d'original, et qui répond à cette soif de progrès. Alors, la conclusion, elle n'est jamais acquise lorsque vous mettez sur la table l'innovation. Donc, le vrai juge de paix, c'est est-ce que la société a adopté ou n'a pas adopté donc, les innovations, les progrès techniques que vous avez proposés? Est-ce qu'elle en a mesuré à la fois les bénéfices et les risques, et aussi dangers potentiels, les difficultés qu'elles peuvent soutenir? Nous sommes dans cette dynamique et dans cette logique. Et ce qui crée la juste motivation des 16 000 personnes qui sont aujourd'hui membres du CEA, c'est qu'ils constatent qu'il y a des réponses qui sont perçues comme de vrais progrès. Alors évidemment, le progrès est toujours objet de débat. Donc on peut toujours dire, voilà, certes, ça améliore cela, mais ça impose d'autres contraintes par ailleurs. C'est dans cette tension entre voilà, une soif d'un plus de confort, plus de sûreté, moins cher, que sais-je encore, et effectivement donc cet effort et cette transformation que vous avez évoquée. Le progrès n'est pas statique et on est dans un monde qui évolue. Et je crois que par exemple l'idée fondamentale qui nous guide, c'est on est dans une nécessité. Le monde qui est aujourd'hui le nôtre, avec 7 milliards d'habitants, 9 bientôt, n'est pas celui d'il y a ne serait-ce que 150 ou 200 ans, dans lequel il y avait 1 milliard, dans lequel on pouvait se contenter, grosso modo, d'une collecte des biens de la nature. Aujourd'hui, on est obligé de structurer, d'organiser. Donc voilà. c'est pas l'innovation qui crée le progrès pour vous, c'est le progrès qui crée l'innovation. Oui, qui appelle l'innovation, qui réclame l'innovation. Cette soif de progrès appelle l'innovation. Et je crois que vous avez dit, est-ce que c'est pas assez de mode ou est-ce que c'est surmodé? Moi, c'est une nécessité. Donc, quand on voit ce qui se passe, ne serait-ce que, sans faire une actualité excessive, l'Ebola, est-ce que nous avons déjà anticipé la réponse face à une situation de cette nature? Nous n'avons pas assez innové et nous sommes rattrapés par la nécessité. Cynthia Fleury là-dessus.
Oui, sur Ebola, je ne suis pas sûre que la question soit que scientifique, dans la mesure où tous ceux qui vous... Il y a des gestes fondamentalement très peu onéreux, entre guillemets, mais qui renvoient au fait que là où surgit Ebola, en tout cas dans son foyer initial, c'est précisément un manque aussi de gouvernance démocratique, d'état sanitaire, social insuffisant qui fait que vous avez une propagation folle. Si il n'y a que dans les États effondrés qu'il s'est propagé. Mais donc, et aujourd'hui, on discutait ça d'ailleurs récemment dans une institution que je connais bien sur quand est-ce qu'un problème devient mondial. Est-ce que c'est simplement parce qu'il traverse, je dis ça pour les cas qui sont arrivés et que l'OMS a déclaré la cause de lutter contre l'Ebola comme un problème mondial à partir du moment où spécifiquement, non pas les premiers cas d'Ebola sont arrivés, mais où ils ont traversé la frontière et notamment une certaine frontière, à savoir du sud au nord. Est-ce qu'on compte ou pas là-dessus? Moi, je ne suis pas sûre de ça, hein, mais il n'empêche que, de fait, de facto, vous avez des problèmes qui sont jugés mondiaux, et pas nécessairement parce qu'ils sont jugés mondiaux sur la question quantitative, et donc des cas réellement, mais parce qu'ils touchent des foyers plus ou moins économiquement forts, et notamment occidentaux. Mais non, je voulais dire que le principe de précaution, puisque vous avez parlé du principe de précaution, ça a été une innovation. En tout cas pour vous, c'est une bonne innovation? C'est une innovation, si vous voulez. Après, il y a un usage raisonné du principe de précaution, mais vous ne pouvez pas considérer jusqu'à, entre guillemets, on prend classiquement la date de Tchernobyl, 1986, avec une information étatique scandaleuse d'opacité. Vous ne pouvez pas considérer que ce n'est pas une innovation démocratique d'avoir enfin plus de transparence sur le grand garant normalement de la santé des citoyens, à savoir l'État. Donc bien évidemment que c'est une innovation. Aujourd'hui, d'être un des premiers États en France qui a constitutionnalisé la Charte de l'environnement, elle est dans notre bloc, qui fait cet article 5 sur le principe de précaution et qui montre qu'on a une définition extensive, entre guillemets, de la communauté politique, à savoir que nous ne sommes rien sans la protection des services écosystémiques. Oui, je pense que c'est un progrès majeur, un progrès. Et maintenant, sur l'innovation comme nécessité, je crois que c'est une nécessité psychique. Et là, c'est plutôt le psychanalyste. Mais c'est individuel dans ce cas. Là, c'est parce que, bien évidemment, l'ingénierie, l'imagination sont au cœur du sujet humain et son élan vital, bien évidemment, il passe par cette volonté à un moment donné de penser, tout simplement. Parce que la racine carrée de l'innovation, c'est tout simplement l'exercice de la pensée. Mais en revanche, j'avoue quand même ne pas pouvoir, si vous voulez, adouber. Je vais vous donner un exemple après qui peut-être va vous faire rire. C'est mon célèbre exemple des poulets. Et je fais un teaser sur l'annonce de l'exemple des poulets. Donc, mais pour vous montrer qu'est-ce qu'on instrumente derrière la question de l'innovation. Et c'est ça, moi, qui aujourd'hui m'interpelle. C'est-à-dire comment, aujourd'hui, on utilise l'alibi de l'innovation pour maintenir une situation de non-changement et de maintien des dysfonctionnements. Je vous donne un exemple. Les fameux poulets. Les poulets, donc, ont grossi. On est filmé, là? C'est terrible, parce qu'après, on vous ressort, les poulets. C'est pas grave, on n'en meurt pas, même quand on les ressort. On n'en meurt pas. Eux, ils en meurent, en tout cas. Mais... Donc, sur la question des poulets, juste pour vous... Et je ne nommerai pas qui, quoi qu'est-ce, je vais simplement faire une étude de cas anonyme. Vous avez des poulets qui, en 1950, font 2 kilos. Vous avez des poulets, à l'heure d'aujourd'hui, qui font en moyenne 6 kilos. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on les a bien évidemment avec des OGM, etc., on a transformé la masse musculaire des poulets pour avoir, ça paraît que c'était de la grande innovation, mais derrière c'était aussi pour avoir des filets parce qu'on préfère tous le filet, enfin pas tous peut-être. Alors j'ai eu un camarade qui m'a dit « Et ceux qui aiment les pattes de poulet ?» Oui, de fait, mais d'abord les filets. On leur a laissé. On leur a laissé. Ils ont grossi du filet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une disproportion toute simple chez ces chers poulets, avec une masse qui a grossi et une masse, en revanche, osseuse, et notamment un système cardiovasculaire qui ne suit pas parce qu'on a fait grossir sans réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Les poulets, maintenant, sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement gros que ça penche et il y a les pattes comme ça. Bon, donc, arrive dans un très grand organisme de recherche, c'est pour ça que je vous parle de l'innovation,
et je ne citerai pas son nom, mais nous le connaissons, vous et moi, très bien. Donc, arrive dans un très grand organisme de recherche, des agriculteurs, etc., en disant, écoutez, on a un grand programme de recherche scientifique parce qu'on a un souci, nos poulets, ils sont comme ça, et on aimerait bien qu'ils aient des jambes comme ça, parce qu'il faut que ça gambade quand même. Certains disant, au final, a-t-on vraiment besoin d'avoir des pattes sur les poulets ? Principe d'innovation. C'est vrai qu'en dernière instance, c'est pas non plus déterminant si on ne se pose pas la question de l'éthique. Si la question c'est celle du filet, vaut mieux même que le filet il bouge pas. Bon, je continue. Ça peut s'arranger avec la 3D là. Donc voilà, si vous voulez. Et à un moment donné, donc il y a un comité d'éthique scientifique lié à cette grande institution et qui quand même à un moment donné ouvre le débat en disant mais peut-être que vous pourriez les faire moins grossir parce que comme ça les pattes elles seraient simplement naturellement là où elles doivent être. Mais ça, c'était pas possible, si vous voulez. C'était absolument. Donc voilà, on a un dysfonctionnement d'intensification, de surproductivité, de course, comment dire, à la rentabilité, parce que le but, c'est de vendre plus cher les poulets. Et bien évidemment, c'était habillé, et j'ai pris volontairement, pour vous faire rigoler un peu, l'exemple des poulets, mais cet exemple, il est sur les gaz de schiste, il est sur d'autres grandes questions aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour renforcer un dysfonctionnement à l'heure d'aujourd'hui, qui est cette dissociation entre le modèle de justice et le modèle de croissance, tout simplement, bon, eh ben, on cherche des innovations qui précisément font que rien ne change. Donc c'est là où je dis, attention, on n'est pas dans l'obligation d'adouber l'innovation, on peut aussi s'interroger sur la finalité de l'innovation. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, du tout. C'est bon. Je pense qu'au contraire, il y a des choses qui changent. Les gens oublient, par exemple, que la France, dans les années 1950, devait importer donc un tiers de son alimentation. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui il y a eu cet effort sur le poulet, comme vous dites, qui fait du filet? C'est parce que, vous le savez sans doute, depuis par exemple 1980, le poulet en France a connu une croissance de consommation de 60%. C'est la viande qui a l'intrant le moins grand par rapport au bœuf, etc. Donc le kilo de poulet, c'est ce qui nécessite le moins effectivement d'alimentation, de nourriture, etc. Et aujourd'hui, on est dans un monde où il y a une nécessité d'alimenter la population, qui n'est plus la même. Donc, il y a eu un bénéfice qui est, des gens ont accès aujourd'hui au poulet en plus grand nombre, d'accord ? C'est pas parce qu'il y a un progrès dans une direction, c'est le progrès absolu. Après, vous avez totalement raison, il faut faire des choix. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites que le grand chercheur ou l'expert du grand organisme en question qui a posé la question pourrait peut-être le faire moins gras et vous dites c'est pas possible. Je dis si, c'est possible, madame. C'est ça justement l'innovation. C'est trouver le juste point d'équilibre entre ce qui apporte un vrai progrès et ce qui effectivement est un vrai handicap. Donc il n'y a pas le progrès absolu, il y a la nécessité d'une réflexion, y compris collective et sociale, d'accord, pour savoir jusqu'où l'on pousse le possible technologique. Voilà. Et c'est cet équilibre-là que nos sociétés doivent rechercher. Alors, vous avez évoqué le principe de précaution. Vous savez combien tout ça est un sujet largement débattu. On est dans l'absurde. Le principe de précaution, ce n'est pas ce qui vient de se passer il y a quelques années et qui a même été attesté par un jugement qui consiste alors qu'un grand organisme de recherche, dans le domaine effectivement qui n'est pas le mien, mais qui a essayé de répondre à un vrai problème qui est une maladie de la vigne, qui effectivement fait que le viticulteur il travaille donc généreusement et puis tout d'un coup sa vigne est atteinte et il voit disparaître son outil de travail. Donc ils ont travaillé sur une variété des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés, pour essayer de réduire le risque donc, que cette maladie progresse. On fait de la recherche, on essaie de comprendre, voilà. On essaie de prévenir le risque, et ça c'est le principe de précaution. Le principe de précaution, ça ne consiste pas à empêcher la recherche, à détruire, entre guillemets, justement cette capacité de mieux comprendre. Donc il y a un hiatus complet sur le sens de ce principe de précaution. Il ne faut pas avoir peur du risque, ça a été dit là. Le risque, c'est la vie. Simplement, il faut que ce risque il soit éclairé, il faut qu'il y ait des analyses, qu'il y ait des débats, que l'on accepte le risque, voilà, et puis qu'on donne sa chance à, je dirais, la meilleure compréhension. Donc pour moi,
je pense qu'il ne faut pas caricaturer. Personne n'a eu envie de voir les poulets, entre guillemets, avec les pattes à la même direction que les ailes. Bon, donc simplement, dans l'excès que vous venez d'évoquer, mais moi j'ai encore été récemment en Bresse, j'ai vu des poulets sur les deux pattes. On a invité deux spécialistes mondiaux du poulet, là, c'est incroyable. Donc, et vous voyez combien le CEVA, chargé de l'énergie, de la défense, voilà, est préoccupé du poulet. Donc le poulet, c'est notre quotidien aussi, madame. Voilà. Donc, en particulier lorsqu'il est dans mon assiette. Donc, moi, je crois qu'on peut trouver un juste équilibre. Et c'est justement ça, ce monde que nous voulons construire, avec une potentialité que nous n'avons jamais connue. La somme des savoirs aujourd'hui, la somme des recherches qui sont menées, il suffit de voir la croissance exponentielle pratiquement des publications, n'a jamais été aussi grand, mais les problèmes sont aussi à la mesure. Et c'est dans cet investissement collectif que nous devons nous mobiliser pour trouver le juste équilibre. Alors, il y a une vraie question démocratique au-delà du poulet. Qui décide de ça? La légitimité de la recherche, de l'innovation, elle appartient à qui? Qui d'abord a la capacité d'en juger et le droit d'en juger? Comment est-ce que ça marche? C'est toute la question de, comment dire, qui est celle d'ailleurs aussi liée au principe de responsabilité, au principe de précaution. Si vous voulez, l'intérêt tout de même, parce qu'on dit des choses à la fois proches et différentes, sur le principe de précaution. Pourquoi je maintiens que c'est une innovation? Parce que précisément, il est allé déconstruire le mythe du progrès. C'est-à-dire qu'il est allé chercher derrière cette évidence qui longtemps a construit l'histoire de l'humanité, et notamment des Lumières, ce qu'on a appelé les Lumières, il est allé chercher les motivations réelles, les finalités, éventuellement les conflits d'intérêts, ou les conflits de légitimité, ce qui est une chose tout à fait différente, et d'essayer de cartographier ça, de mettre à nu ça, pour essayer de faire rentrer une partie qui était d'une certaine manière laissée de côté dans cette grande aventure du progrès et qui tombait comme ça de façon top-down sur la société, et de faire rentrer précisément d'autres parties prenantes dans cette histoire-là. Et ça renvoie à la question de la légitimité du qui, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au moins, le principe de précaution a permis, entre guillemets, de rendre beaucoup plus grande le principe de gouvernance par rapport à cela, et d'essayer d'interroger les motivations des uns, les motivations des autres, la légitimité environnementale, la légitimité scientifique. Parler, je suis désolée, des poulets, mais si vous voulez, c'est pas le problème derrière les poulets, c'est la question de l'alimentation. Aujourd'hui, 20% des cancers sont liés à une origine environnementale. Donc, on sait très bien aujourd'hui que derrière la question alimentaire ou agroalimentaire, qui est une question clé, bien sûr, vous avez la question de la santé publique. Et derrière la citoyenneté, vous avez la question de la santé publique à l'heure d'aujourd'hui. Et que donc, l'innovation, elle est absolument déterminante, pas simplement dans le chiffre, mais dans la qualité de ce qui est fourni, parce que demain, vous essayez tout simplement de rendre un individu plus capacitaire qu'il n'est, donc moins malade. Éventuellement. Bon. Mais donc, qui doit être le juge du poulet? C'est ça qui est non, en fait. Il n'y a pas, précisément, il n'y a plus cette unicité du qui. C'est fini, ça. C'est fini parce que vous voyez que le politique est dépassé de toute façon par la sophistication de la science, que si vous demandez aux experts de prendre la main, ça sera une confiscation par les experts et le peuple est souverain, que si vous faites rentrer les citoyens qui ne connaissent rien dans l'alphabétisation scientifique, eh ben on va les uns et les autres voter avec nos pieds et manquer sans doute d'un jugement, anticipateur par rapport aux visions et aux investissements de demain. Donc c'est cette forme de collégialité, et ensuite après, le problème de la responsabilité qui est quand même en dernière instance toujours assumée par les élus, c'est de... Voilà, donc en gros, vous êtes encore dans un politique qui valide la décision, mais qui s'inspire, enfin pas simplement s'inspire, mais utilise les différentes expertises des parties prenantes. Mais ça n'a pas changé depuis que le monde est monde, de mon point de vue. Le rôle des responsables, c'est toujours d'écouter. D'écouter à la fois ce que la science peut vous offrir, ce que les citoyens, les consommateurs, les entrepreneurs, et c'est votre responsabilité, si vous assumez une responsabilité surtout élective, d'être un intégrateur. Je ne suis tout à fait ouvert à ce principe de précaution. C'est le détournement du principe de précaution sur lequel je ne suis pas d'accord. Donc le principe de précaution en soi-même, comme vous le dites, il crée une légitimité nouvelle
à ce qu'effectivement, il y ait d'autres parties prenantes du corps social qui puissent faire valoir d'autres arguments. Personnellement, je pense que la première chose par rapport à la question fondamentale que vous posez, c'est innovation et progrès dans le monde qui est le nôtre, ça impose des gens informés et formés. Parce que vous ne pouvez pas comprendre quelque chose si vous n'avez pas les bases élémentaires, surtout si c'est dans le domaine scientifique et technique. Oui, mais d'accord, mais là je vous arrête tout de suite, on ne peut pas faire une chose pareille. Moi j'ai suivi l'énergie pendant des années, je sais à peu près comment fonctionne un réacteur nucléaire, mais de très très loin, c'est impossible que tout le monde, sur le débat du nucléaire par exemple, que tout le monde ait la connaissance scientifique nécessaire à comprendre. L'objet pour moi, c'est pas que tout le monde soit un expert en toutes choses, c'est qu'il soit en capacité de comprendre ce sur quoi il a envie de peser. Voilà. Je suis désolé, le nucléaire c'est très simple. Voilà. Ah, vous trouvez-vous? Voilà. Moi-même l'ai appris tardivement. Je dois être vraiment très nul. Alors. Et donc, personnellement, je considère que il y a des choses bien plus compliquées. Là, le moteur thermique, c'est beaucoup plus compliqué que, entre guillemets, ce qu'est un réacteur nucléaire. Donc, le tout, c'est d'accepter d'investir un minimum pour pouvoir effectivement avoir les éléments du débat, de la compréhension. Et donc, y compris dans la responsabilité qui est la mienne, je dois rencontrer souvent des parlementaires, etc. Je suis surpris que, alors qu'ils ont à trancher de questions parce que c'est de la légitimité démocratique, et encore une fois, j'espère qu'il n'y a pas trop de parlementaires dans la salle, je trouve que... En tout cas, ils se planquent. Voilà, il y a un déficit d'investissement dans la compréhension. Là, les députés sont en train de voter une loi sur la transition énergétique. J'ai passé des heures et des heures à expliquer, et je suis surpris de voir que même des rudiments ne sont pas acceptés, de telle sorte que, pour passer le simple, on est plutôt dans le rêve que dans la programmation. Voilà, on fait du déclaratif. Il y a un investissement nécessaire de la part de tous, des citoyens les plus standards, les journalistes aussi, hein, et c'est un peu en dessous du standard, les journalistes. Voilà, comme des élus. Et vraiment, j'insiste beaucoup, il n'y a pas d'innovation réelle, durable, parce que la vraie innovation, c'est celle qui dure. C'est celle qui s'éteint pas. Vous me parlez des surprimes comme de l'innovation, je suis désolé, je n'avais pas encore cette compréhension. Je vais me précipiter sur un livre pour essayer d'en comprendre cela. Pour moi, qui suis plutôt assez basique, avec des lois de la thermodynamique qui sont les lois de conservation, d'accord ? Quand vous êtes dans un système dans lequel vous êtes dans une fuite en avant sans corde de rappel, ça ne peut pas aller très loin. Voilà. Bon, donc c'est peut-être assez élémentaire comme vision. Donc personnellement, je suis profondément convaincu qu'il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de progrès durable possible s'il n'y a pas une compréhension minimum. Encore une fois, je ne demande pas à tout le monde d'être capable de construire un réacteur, d'en comprendre les principes et d'en comprendre en particulier les risques. Et là, je crois que tout le monde peut le comprendre. Voilà. Et personnellement, j'ai plutôt le goût à la pédagogie. Je suis prêt, effectivement, à passer un peu de temps avec vous pour m'assurer que demain, ce sera bien le cas. Vous l'avez déjà fait, mais ça n'a pas bien marché, hein, parce qu'on s'est déjà vu par le passé pour parler de nucléaire. Vous êtes trop pris par beaucoup d'autres sujets, c'est pour ça. Concentrons-nous sur un sujet, ou le poulet ou le réacteur. Vous faites le choix. Je crois que je vais prendre le poulet. Cynthia Fleury. Sur cette question de la pédagogie, est-ce que le débat démocratique sur l'innovation et les progrès, il peut avoir lieu que si tout le monde connaît un petit peu ? Alors c'est une grande question qui a été traitée par les sciences humaines sur tout ce qui concerne sciences et société. Ça porte un nom, le déficit scientifique. Et vous avez eu des chercheurs, ce qu'on appelle le déficit modèle, qui effectivement, dans un premier temps, notamment sur les questions de défiance, qui étaient montées de façon très très forte par rapport entre la science et la société, par rapport aux différentes catastrophes, etc. Les chercheurs se sont dit, mais mon Dieu, je caricature, mais mon Dieu, si ça ne suit pas derrière, si la défiance est en train de grimper, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, mais à partir du moment où ils vont comprendre, de fait, il va y avoir un phénomène d'adéquation et d'acceptabilité et d'appropriation. Donc on fait d'ailleurs, moi je milite beaucoup pour l'alphabétisation scientifique, et donc le muséum, je vous rappelle, c'est même une de ses missions. Donc mon institution, on a 4 missions: recherche, expertise, enseignement et conservation, bien sûr, et 5, j'oublie toujours celui-là. D'ailleurs, mon président me l'a dit l'autre fois, il m'a dit, bon, donc conservation, mais on va dire donc 5, et le dernier, c'est précisément l'alphabétisation à destination donc, du grand public.
Bon. Et donc sur la question du déficit scientifique, c'est très important. Bon, c'est très important, sauf qu'on s'est rendu compte également qu'en fait, d'abord, vous avez cette problématique que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de rattrapage, si j'ose dire, et que vous courez un peu derrière le wagon en termes de compréhension par rapport précisément à l'accélération des innovations techniques et qui ont aujourd'hui des effets d'échelle considérables, c'est-à-dire que c'est du quantitatif qui fait un effet de levier qualitatif, donc ça vous fait changer de seuil en termes d'éthique et en termes de technique. Mais il n'empêche qu'on s'est rendu compte qu'il y avait derrière la question des valeurs. Et que la question des valeurs venait de toute façon, parfois, souvent remettre en cause la problématique du déficit scientifique, parce que vous avez des personnes qui ont des valeurs différentes, qui pensent que croissance, d'autres décroissance, des idéologies différentes, et qui à un moment donné, même si vous leur expliquez comment ça marche un réacteur nucléaire et toutes les comment dire, le savant autour, si j'ose dire, des non-risques, etc., en dernière instance, ils viendront vous interpeller sur la motivation de ça, le modèle de justice qui est derrière ça, la répartition qui est derrière ça, etc. Et que donc les conflits de valeurs viennent de toute façon un peu tempérer le déficit scientifique. Il n'empêche que, je pense que de toute façon, le déficit scientifique est une question majeure. Pourquoi ? Parce que vous avez un déficit scientifique aujourd'hui qui vient renforcer un déficit démocratique, dans la mesure où, je le dis tout le temps, mais plus de 2/3 des sujets dans le débat public sont des sujets à connotation scientifique. Donc de toute façon, quand vous êtes un citoyen aujourd'hui, vous voulez simplement exercer votre simple premier droit d'accès à la délibération publique quotidienne, vous êtes dans cette obligation de comprendre qu'est-ce que c'est que les OGM, qu'est-ce que c'est que le nucléaire, qu'est-ce que c'est que les gaz de schiste, qu'est-ce que c'est que les neurotechnologies, les biotechnologies, qu'est-ce que c'est que la biologie de synthèse, qu'est-ce que c'est. Et quand je dis qu'est-ce que c'est bien évidemment de comprendre quelques petits enjeux. Et ça demande une alphabétisation forte. On est quand même assez sous-investi dans cette idée-là. Et encore une fois, moi je défends le déficit scientifique, pas tellement parce que je pense qu'on va tous devenir des scientifiques et très intelligents et qu'on va tous voter comme les scientifiques nous le demandent, mais sachant qu'en plus je me mets, vous voyez, au scandale dans le même groupe que les scientifiques. Puisque moi, bien évidemment, je défends les sciences humaines comme faisant partie des sciences. Ah bon, vous aussi, donc c'est parfait. Mais moi je dis que non, on va passer nos week-ends ensemble avec le poulet et vous en élèves sur le nucléaire. Bien sûr, on ira dans une centrale à Saint-Laurent-des-Eaux par là. Donc je suis très heureuse de cette perspective, mais ce qui est vrai en plus. Donc, mais voilà, donc à partir du moment aussi, ça aussi c'est une vraie bataille de défendre les humanités scientifiques et de mettre, alors que très souvent, je suis désolée de le dire, mais encore, parce qu'on est encore dans ces querelles très stériles de différenciation entre les sciences. D'un côté, des sciences qui seraient du commentaire sur la science, sous-entendu nous, les philosophes, les sociologues, les anthropologues, etc., alors qu'il n'y a aucune science qui n'est, si vous voulez, le fruit d'une culture, d'une société, d'un contexte, et les légitimités sont celles que l'histoire, entre guillemets, fait avancer. Donc cette alliance des sciences, elle me paraît déterminante. Et juste pour terminer, la question de la responsabilité de la recherche, qui aujourd'hui, tout de même, fait un petit peu consensus sur le fait que, oui, tout de même, quand on est chercheur, cette question de la responsabilité n'est pas neutre. Alors, c'est pas simple, jusqu'où la responsabilité individuelle du chercheur, jusqu'où la responsabilité collective de l'institution, tout ça est pas simple. Mais il n'empêche que le CNRS, pour ne pas le nommer, a commencé à vraiment considérer que c'est monté au niveau de la gouvernance du CNRS comme sujet transverse. La responsabilité de la recherche, c'était il y a 15 ans. Et vous aviez... donc quand même, on voit aujourd'hui que même s'il y a encore pas mal de scientifiques qui considèrent que non, la question de la responsabilité, c'est celle de la société, mais qu'eux-mêmes n'ont pas à s'interroger dans leur sphère d'innovation sur cette question, on voit quand même qu'une grande partie des chercheurs aujourd'hui considèrent que si, il y a une manière scientifique de s'interroger sur la question de la responsabilité de la science. Bernard Bigot, puis après on va donner la parole au panel, aux étudiants qui sont devant nous. Bon, d'abord, je pense que cette question de la responsabilité elle est au cœur de la préoccupation du scientifique. Comme je le dis, le CA a 70 ans, pas 15 ans, hein, donc 70 ans. Depuis le début, les débats à l'intérieur du CEA sur ce que l'on peut faire, ne pas faire, quels sont les bénéfices sont là. Le deuxième point que je voudrais évoquer, l'idée n'est pas s'il y a ce que vous avez appelé l'alphabétisation scientifique. Bon, moi j'appelle ça la culture scientifique, mais chacun
comme l'on veut. Voilà. Pour moi, ce n'est pas parce que les gens seront plus cultivés du point de vue scientifique qu'ils vont adhérer aux choix proposés par les scientifiques. C'est au contraire, peut-être qu'ils vont les refuser plus, mais avec des arguments, et pas avec des phobies, pas avec des peurs, je dirais, qui n'ont pas leur justification. Donc moi, je ne redoute pas le débat. Donc voilà, plutôt que l'ignorance qui, entre guillemets, risque de faire des choix qui sont des choix dommageables sur le temps long, non seulement individuellement, mais collectivement, je pense que c'est du débat que peut naître le point d'équilibre que je recommande. Et là, il n'y a pas de différence avec nous. Pour moi, la contribution de nos collègues des sciences humaines qui consacrent, comme nous consacrons beaucoup de temps à nos équations, à nos microscopes et autres, vous consacrez beaucoup de temps à observer la société, regarder comment l'histoire s'est faite, etc. Et vous pouvez nous apporter beaucoup. Et c'est de ce dialogue-là que je crois vraiment on peut transformer une innovation ou des découvertes scientifiques dans le point d'équilibre recherché qui me semble indispensable. Bien, merci. Alors on va commencer avec les questions. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y, n'hésitez pas à poser des questions courtes, comme ça permet d'échanger un peu plus. Alors, 1, 2, 1, 2. Alors, question simple, qu'est-ce que le progrès déjà? Comme vous voulez faire tous ensemble? Comme ça après on... Hein? Moi je pense que c'est plus vivant si c'est une question et une réponse courte. Allez, vas-y. Je suis d'accord. Première question. Alors donc, qu'est-ce que le progrès? Voilà. C'est pas beau ça. Non, en 2 mots, le progrès, c'est ce que je disais, c'est-à-dire la capacité de répondre à une soif, qu'elle soit individuelle ou collective, d'un meilleur être. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça le progrès. Et ça s'inscrit dans le temps. Peut-être que des fois, il y a des prix à payer initiaux pour pouvoir effectivement déboucher. Voilà, ma vision du progrès, elle est celle-ci. Et chacun a une vision du progrès. Tout, c'est de, entre guillemets, la construire un peu plus collectivement que simplement d'un individu. Oui, moi j'ai parlé tout à l'heure d'une vision des encyclopédistes, entre guillemets. Donc vous avez cité Diderot, mais j'ai cité Condorcet dans un autre genre. Tout à l'heure, on a dit, le juge de paix, d'une certaine manière, c'est l'appropriation sociale d'une innovation. Donc le progrès, tout de même, oui, c'est cette conjonction entre sans doute quelque chose de radicalement nouveau, donc du qualitatif, et tout de même une majorité bénéficiaire de ce progrès, et donc un quantitatif qui vient valider l'appropriation de ce qualitatif. Pour moi, il y a nécessairement, si vous voulez, cette dimension de sociabilisation de la technique. Merci. Alors, deuxième question. Moi, je me posais la question, quelles sont les limites de l'innovation? On a un peu fait ça, oui, mais les limites de l'innovation, il y en a des techniques et puis il y en a des oui. politiques. Je voudrais insister sur un point. L'innovation, ce n'est pas une réponse définitive. C'est une réponse qui se construit dans le temps, avec des avancées et des blocages, et puis éventuellement définitifs. Au contraire, on rebondit. Moi, j'ai un exemple en tête qui... Voilà, lorsqu'on a essayé de faire en France le Concorde a été un échec. Voilà, un échec commercial, il n'y a pas eu d'innovation. Voilà. Mais aujourd'hui, on a retiré de cet effort considérable pour essayer de faire fonctionner cette machine dans des conditions économiques respectueuses de l'environnement, etc., de ce qui est aujourd'hui la filière Airbus. Il n'y aurait pas eu le Concorde, il n'y aurait pas Airbus. Je prends un autre exemple dans le domaine que je connais mieux, dans le nucléaire. Comme vous le savez, la France a dû démarrer le nucléaire tout seul. Pas d'aide puisqu'elle n'a pas participé au grand projet Manhattan pour des raisons que je pourrais vous expliquer. On a essayé de développer notre propre filière à l'époque. C'était le CEA, comme vous le savez, qui a porté cette filière. Graphite gaz. Voilà, graphite gaz, voilà. Bon, eh bien, on n'a pas choisi cette filière en tant que filière industrielle. Pourquoi? Parce qu'elle souffrait d'un certain nombre de handicaps, et en particulier sur le plan de la sûreté, etc. On en a choisi une autre. Mais parce qu'on avait déployé tous nos efforts pour essayer de faire la démonstration, et justement parce que cette filière, elle avait des handicaps, on les avait poussés peut-être beaucoup plus loin dans l'exigence que l'on pouvait avoir par rapport à d'autres, on a appris beaucoup, et les ingénieurs, en quelques années, quelques mois même, se sont appropriés une autre innovation qui venait plutôt du côté de l'Atlantique, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, et en quelques années, on a réussi à développer une industrie, une filière, avec une sûreté qui
je le dis avec quelques fiertés, n'existe pas à l'époque quand ça s'est développé ailleurs dans le monde. Donc l'innovation n'est pas, entre guillemets, une affaire linéaire où je marque une grosse innovation majeure et je m'arrête. On s'assoit sur cette première étape pour pouvoir effectivement progresser ultérieurement. Donc il n'y a pas de limite pour moi à l'innovation en ce sens-là. Par contre, il y a bien sûr des limites, comme vous l'avez évoqué. Il ne faut pas pousser trop loin telle ou telle solution, parce qu'à ce moment-là, on vire dans l'absurde, et les défauts de cette innovation outrepassent largement le bénéfice, et il vaut mieux dire stop. Oui, non, tout à fait d'accord. Il n'y a pas de limite dans le geste imaginatif de l'innovation, pardon. Mais effectivement, après, il y a des tests de crédibilité, de légitimité, de durabilité de cette innovation. On parlait de la formule schumpeterienne, entre guillemets, de la destruction créatrice, qui est pour moi une formule très juste, d'ailleurs, d'une certaine manière, sachant que toutes les innovations ne se substituent pas nécessairement à d'autres innovations, elles peuvent s'agréger, etc., mais parfois elles s'y substituent. Il n'empêche qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, destruction créatrice, normalement, c'est un couple, c'est un binôme, c'est-à-dire que les mêmes personnes subissent et la destruction et la création, si j'ose dire. Or, on voit bien qu'il y a un phénomène de disjonction de plus en plus aujourd'hui, avec une destruction qui porte à un certain endroit, une création qui renvoie à certains autres endroits. Donc, je crois que l'innovation, au sens de progrès, elle a cette obligation de faire une vraie, d'assumer le couple jusqu'au bout, si j'ose dire, et donc d'être réellement métamorphique pour les personnes qui, tout d'un coup, traversent cette aventure de l'innovation. Et c'est une question d'ego, l'innovation aussi. Est-ce que c'est parce que c'est pour s'accomplir soi-même qu'on le fait? C'est pas forcément pour le bien de l'humanité ou pour résoudre le problème de la faim dans le monde? Oui, je pense que de toute façon, ce que je disais tout à l'heure sur le besoin psychique, et pas simplement, il y a un besoin intellectuel. Je pense sincèrement qu'il y a... on peut le ressentir, il y a une soif, il y a tout simplement que la plus grande aventure, entre guillemets, en dernière instance à l'heure d'aujourd'hui, est certainement l'aventure universelle, c'est l'aventure de la connaissance. Donc, de fait, ça c'est la vérité intellectuelle et humaine. Après, le besoin psychique sur l'autoconservation de soi-même, oui, sans doute qu'il y a un élan vital, une énergie au sens bergsonien du terme qui vient vous nourrir quand vous avez le sentiment, non pas chaque jour de faire les mêmes bêtises que hier, mais quand tout d'un coup vous avez... faire des nouvelles. Voilà, ça c'est vous parlez pour... c'est vous qui l'avez dit, mais effectivement, quand vous avez le sentiment à un moment donné d'avoir créé un chemin que vous n'aviez pas vu auparavant. Parce que le monde, c'est quand même qu'une histoire de surgissement, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent à l'heure d'aujourd'hui et que, bien évidemment, qui ne sont pas conscientisées, qui ne sont pas, entre guillemets, transformées par la conscience, et donc vous passez à côté. Et donc l'innovation, souvent, c'est de l'épiphanie. Donc l'épiphanie, c'est quand même, surtout pour ceux qui sont athées, c'est très agréable parce que ça donne un peu de sentiment de grâce. Et il faut innover pour se sentir bien? Oui, je pense que de fait, il y a une... mais vous savez qu'il y a une innovation quand même basique. Parce que Christophe André n'en parle pas, ça. Ah mais si, il en parle beaucoup. Mais il y a une innovation basique, je ne vais pas faire ma romantique, mais qui s'appelle l'amour. Et c'est non seulement en plus... Ah oui, tout de même, parce que pour tenter l'aventure amoureuse, je vous jure qu'il faut avoir un peu d'innovation. Là, vous lui a coulé le clou et le bec, là, Bernard Bégaud, sur ce coup d'amour. Je trouve splendide, effectivement, ce raccourci. Il a rougi, et puis il a... Non, je crois que, vous savez, le moteur de l'aventure humaine, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction devant le monde tel qu'il est, l'insatisfaction par rapport à ce que l'on vit, etc. Et c'est d'essayer de rendre les choses meilleures. C'est ça, c'est le moteur des scientifiques. Moi, il y a quelques jours, j'ai rencontré un neurochirurgien, médecin, qui a réussi à faire marcher un tétraplégique, voilà, en lui enfonçant dans le crâne des aiguilles de 12 cm qu'il a, et la personne en question, elle l'a depuis 12 ans. Et avant, elle ne pouvait pas le moindre geste coordonné. Aujourd'hui, elle est avocat, et elle fonctionne. Donc ce monsieur, il avait rêvé d'essayer de redonner une vie, ne serait-ce qu'à une seule personne. Et voilà. Et aujourd'hui, il a soif de répondre à d'autres... Voilà. Il dispose aujourd'hui d'un savoir, d'une maîtrise, d'une technique, il veut la pousser toujours plus loin, et il a plus de 70, 75 ans, et cette soif-là, elle n'est pas éteinte. Et donc, ce qui fait la force de l'innovation,
c'est la capacité à avoir toujours soif, mais à avoir aussi la volonté d'aller chercher de l'eau. Allez, troisième question. Si, ça parle tout seul quand vous lui parlez. C'est ça la technique. Et parfois, ça marche pas l'innovation. Hein. J'aime pas trop l'innovation. Non, je vais juste essayer un petit exercice parce que c'est une question un peu bizarre. C'est pour rebondir à votre phrase, Monsieur Bernard Bigot, quand vous avez dit que l'innovation impose des gens formés et informés. Là, j'étudie un peu tout ce qui est voilà, la consommation, la société de consommation. Et pour moi, justement, la société de consommation, on ne cherche pas à connaître le produit, en fait, pour l'innovation. On est simplement, donc le thème de Baudrillard, on est dans la fétichisation constante. C'est-à-dire qu'on a l'objet, on dit qu'il est même immatériel pour un ordinateur, alors qu'en fait, on ne cherche même pas à comprendre comment ça fonctionne, on veut juste le prendre, et après on le rejette. Et pourquoi, en fait, vous voulez vraiment défendre ce fait de dire qu'il faut être informé et formé, alors qu'aujourd'hui, on veut juste innover pour juste notre pur plaisir, pur besoin, et vraiment pas pour le bien humanisé. Encore une fois, si c'est pour votre propre plaisir, très bien, mais que ce soit votre ordinateur ou quoi que ce soit, vaut mieux que vous ayez un minimum de compréhension. Donc autrement, il ne va pas aller très loin. Moi, j'ai été très impressionné, par exemple, d'une grande entreprise qui fabrique des briquets. Vous savez quelle est la condition que le demande à un briquet? Il faut qu'il résiste à 5 minutes dans un micro-ondes. J'ai dit, pourquoi dans un micro-ondes? Pourquoi? Il m'a dit, ben voilà, il y a des gens qui sont dans cet état de simplement vision de plaisir, ils ont envie de mettre le micro dans le micro-ondes, donc il ne faut pas que ça explose. Voilà. Donc moi, ma vision, elle est un peu différente de la vôtre, je vais bien le concéder. C'est quand j'ai un objet nouveau, je préfère effectivement le maîtriser, plutôt que d'être là simplement un spectateur aléatoire, qui tapote sur les claviers et espère que de temps en temps, il va me faire un clin d'œil. Non, voilà. Moi, ma vision de l'innovation et du progrès, c'est celle d'une conscience de plus en plus élevée de la façon dont on est capable d'utiliser les objets qui sont à notre usage. Alors, il ne faut pas non plus devenir complètement schizo. Il y a aussi des temps de bonheur, de plaisir, où on n'est pas obligé de réfléchir à tout. Mais voilà, Madame nous a fait état de certaines situations qui peuvent être intéressantes. Bien. Mais moi, je suis plutôt dans une vision aujourd'hui un peu technique. Alors vous ne réfléchissez pas, alors. Ouais. Et qu'en conséquence de quoi, je maintiens mieux comprendre, mieux savoir. Vous savez, je suis frappé, moi, des gens, des objets comme ça. Je vais venir prendre des cours, moi, si voilà, les techniques à apprendre. La façon dont les gens... Je vois les gens qui laissent ça en plein soleil. Vous réduisez la durée de vie de votre affaire de 50-60%. D'accord? Donc si vous avez compris pourquoi il ne faut pas le mettre au soleil, vous ne le ferez pas. C'est un geste simple, mais qui vous économise beaucoup, et qui économise beaucoup à la société. Parce que reconstruire ce même objet, ça coûte. Alors, Cynthia Fleury. Non, mais je pense que la question était tout à fait pertinente dans la mesure où, bien sûr, que vous avez une consommation de l'innovation pour précisément ne pas penser, pour que précisément l'innovation pense à votre place ou fasse la chose à votre place. Et même tous les jours, on connaît les débats sur l'écologie de l'attention avec telle ou telle tablette, etc. Et là encore, vous avez une technophile devant vous, donc c'est pas l'enjeu de savoir si c'est vrai, c'est faux. Vous avez un BlackBerry, ce qui est quand même... Oui, ce qui est pas bien, il paraît. Bah non, mais... Non, parce qu'on m'a expliqué que c'est vraiment... C'est le Minitel du téléphone, hein, voilà. Vous savez ça. Il paraît que vraiment, il y a, vous savez, des castes. Et vraiment, la pire des castes, c'est ceux qui ont des BlackBerry. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, ça m'a fait du mal, mais normalement, c'est des gens qui ont des costards à rayures et qui travaillent chez Goldman Sachs. On m'a expliqué que c'était terrible, et j'ai dit, bon, tant pis. Voilà. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Donc sur la féchitisation, sur le simulacre, entre guillemets, puisque vous avez cité Baudrillard, sur le simulacre que peut être l'innovation, ça me paraît évident. Et il faut quand même... Alors là, il y a plusieurs quand même questions. Un, précisément, tout de même, interroger, c'est la question de la destruction de la création. Qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne? Et je crois quand même que, précisément, encore une fois, ces principes de précaution nous permettent de mieux voir le circuit. Vous avez dit
une chose très juste. L'innovation, elle n'est pas linéaire, donc de voir le circuit de cette innovation et concrètement, qu'est-ce qui va se jouer comme perte de gestes, perte cognitive, ou si ce n'est pas des pertes cognitives, en tout cas des déplacements. Vous êtes peut-être un très très grand du calcul mental, mais forcé de reconnaître que moi j'étais une enfant extrêmement douée en calcul mental et que ça s'est arrêté. Hein, et ça s'est arrêté parce qu'il y a une chose qui s'appelle une calculette et que fondamentalement, à un moment donné, bon, je trouve ça quand même plus simple, mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que, bien évidemment, cette gymnastique de l'esprit, elle est donc, on est dépossédé aussi en matière d'habilité par l'innovation. Donc, je crois tout de même qu'il est toujours intéressant de se réinterroger sur, attention, il y a des gestes clairs qui ont formé nos manières de penser. Moi, je travaille aujourd'hui sur un livre avec une collègue sur l'extinction de l'expérience de la nature et qu'est-ce que la disparition de ce contact, entre guillemets, avec la nature cognitivement et intellectuellement provoque, ou pas, peut-être que ça provoque rien, mais peut-être que ça provoque quelque chose cognitivement. Donc je crois que l'innovation aujourd'hui, elle est directement liée, surtout quand on voit les innovations demain, et aujourd'hui déjà, de l'homme augmenté, et donc on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qui se joue en termes de disparition, d'habilités nouvelles cognitives, de discrimination, etc. Sur juste donc l'innovation comme substitut de manière de penser, je pense qu'il faut effectivement être vigilant tout de même par rapport à ça. Sur juste la question des prothèses bioniques, chose merveilleuse des prothèses bioniques et de ce qu'on appelle l'homme augmenté, mais là aussi, ou réparé, l'homme, tout à fait, l'homme réparé ou augmenté, pour d'autres, l'homme amélioré. Bon. Ce que je trouve là très intéressant, si vous voulez, c'est que faire une prothèse bionique, c'est véritablement de l'innovation grandiose, si vous voulez. Mais si vous réfléchissez bien, enfin si vous réfléchissez plutôt, pardon, ça c'est terrible, hein, ça c'est terrible. Mais si on réfléchit, c'est le côté normatif désagréable des enseignants, chercheurs, bon, bref, j'y travaille. Bon, donc, mais si, voilà, donc, poussons la réflexion sur ça. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et c'est pour ça que j'ai toujours été... je ne sais plus comment on dit ça, reluctant, hésitante sur ces questions-là, mais sur les... Si vous voulez, un homme, c'est une main, fondamentalement. Un homme, c'est debout. Bon, non, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand vous faites une prothèse bionique, c'est évident que vous allez techniquement aller renforcer l'idée d'humanité. Ça me paraît assez logique. C'est-à-dire que vous êtes non pas dans un homme augmenté ou amélioré, etc., mais vous êtes dans cette tentative précisément de rappeler à l'homme que la main, c'est quelque chose de très spécifique. C'est quand même que le fait de la station debout dans notre histoire biologique et civilisationnelle, ce n'est pas rien. Et donc, que bien évidemment, être debout, c'est pas simplement être un surhomme ou que sais-je, c'est que un homme se tient debout. Et donc, quand je vois ces prothèses bioniques qui remettent les gens debout, etc., je trouve que c'est fantastique dans cette idée d'une innovation au service d'un humanisme. Donc, vous voyez, pour moi, les chemins vers l'humanisme, ils passent tout à fait par des voies qui, en apparence, sont bioniques. Alors, on va accélérer un petit peu, allez-y, pour que tout le monde, et puis pour qu'il puisse y avoir des questions de la salle après. C'est bon. Oui, alors bon, malheureusement, si la question de l'homme augmenté s'arrêtait qu'à remettre les hommes debout, je pense que ça serait pas mal, mais je crois qu'effectivement, c'est pas le cas. C'était très intéressant d'avoir à la fois le point de vue philosophique et scientifique, et monsieur Bernard Bigot, vous avez dit quelque chose de très intéressant, vous avez parlé de l'insatisfaction, en disant que c'était le moteur de l'innovation et de l'humanité. Moi, justement, je ne suis pas vraiment d'accord, puisqu'effectivement, je pense que c'est le grand problème des scientifiques, c'est qu'ils sont toujours insatisfaits du monde et qu'ils veulent absolument innover à tout prix, alors que justement, est-ce que le philosophe n'est pas celui qui parvient à se contenter du monde tel qu'il est? Et est-ce que du coup, le progrès technologique est-il véritablement un progrès pour l'humanité? Je vous pose notamment la question directement en ce qui concerne les gages de schiste. On nous vend ça comme une innovation qui, en fait... un nouveau moyen de trouver une alternative au pétrole, mais qui est absolument pas écologique et qui est même
le contraire de ce vers quoi on devrait avancer, donc le contraire du progrès. Directement interrogé. Bon, encore une fois, je ne suis pas contre de temps en temps avoir des satisfactions. Hein, donc, mais vous ne pouvez pas se satisfaire d'un monde où il y a une large fraction de la population qui ne mange pas à sa faim, dans lequel vous voyez quelqu'un que vous aimez qui souffre, dans lequel les gens ont froid, dans lequel les gens sont au chômage. Vous ne pouvez pas. Voilà. Donc ça, je crois que personne ne peut satisfaire. Et donc, il y a la nécessité de cette vision de progrès. Alors, vous pouvez être philosophe en même temps. Le philosophe, c'est celui qui, de mon point de vue, est insatisfait, mais qui, en même temps, n'est pas inactif et essaie d'apporter des corrections à cet état. C'est, je le crois vraiment sincèrement, ce qui est la racine du moteur de la recherche scientifique et de la volonté d'essayer de progresser. On revient sur les gaz de schiste. Si vous voulez, il ne faut pas être manichéen. Voilà. Entre aujourd'hui une situation où on est en train d'explorer, pour faire simple, chez notre voisin allemand, donc les meilleures façons de brûler la lignite, qui est, pour quiconque est un peu immonde. C'est totalement, vous rejetez du gaz le gaz de schiste, c'est ni plus ni moins que le gaz traditionnel, mais qui n'a pas été jusqu'à sa maturité. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir été expulsé sous la pression, donc évidemment de la Terre, il est encore inclus dans des micro-vésicules et qu'on essaie, pour essayer d'aller le chercher, donc effectivement on appelle fracturer. C'est un mot qui n'est pas très élégant, évidemment, mais voilà. Mais il n'y a pas de différence fondamentale. Les gaz de schiste, ce n'est pas le diable. Les problèmes qui sont posés pour justifier qu'on n'aille pas regarder, au moins du point de vue recherche, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas des gaz de schiste? Et pour moi, un non-sens. Je le dis très honnêtement. Après, on décidera si on fait ou on ne fait pas. Mais est-ce que ça a du sens d'importer à grand prix du gaz du Qatar en liquéfiant, en l'apportant, etc., alors que vous l'avez sous les pieds? Non, pas de mon point de vue. Et les problèmes qui sont avancés n'en sont pas. Je veux dire, vous pouvez contrôler, entre guillemets, ce que j'appelle la fracturation, c'est-à-dire la mise en connexion des différentes vasicules. Ça, c'est une innovation technologique. C'est vrai, si vous faites ça à l'aveugle, si vous n'avez pas un capteur qui peut, à moins 3000 mètres, de vous renseigner effectivement sur la propagation de la fracture, vous faites à la brute. Ça, ce n'est pas de l'innovation pour moi. L'innovation, c'est justement, j'ai développé un capteur qui est à moins 3000 mètres, température, pression, etc., est capable de fonctionner. Deuxièmement, je dois traverser une nappe phréatique. Depuis le premier jour où on va chercher du pétrole, on traverse les nappes phréatiques. Il n'y a rien de nouveau, strictement rien. Voilà. Troisième chose, on récupère de l'eau. Bon, bien sûr, cette eau, elle est souillée. Mais il y a deux solutions. Ou on la recycle, on la purifie. Là, encore une fois, l'innovation est capable d'apporter la réponse. Là où il y a une petite difficulté, où je veux bien vous l'avouer, c'est donc dans un puits de gaz qui est formé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un réservoir. Donc vous tapez, et là, pendant 30 ans, vous soutirez. Vous pouvez, à ce moment-là, normer, réguler, de telle sorte que ce qu'on appelle le flaring, c'est-à-dire la nécessité de brûler les gaz, parce que c'est ça ce qui assure la contrôle de la pression, vous pouvez faire un gros effort pour pouvoir le faire. Quand vous êtes obligé de creuser un puits à peu près tous les 2 ans, et que ce n'est pas un puits pour, entre guillemets, alimenter, on va dire, 5 ou 10% de la population, mais il en faut des milliers, le contrôle est beaucoup plus difficile. Donc le problème des gaz de schiste, pour moi, c'est que je rejette beaucoup trop de gaz à effet de serre à l'extérieur. C'est mieux que la lignite, c'est un progrès, c'est une innovation, mais c'est là où on revient au débat que l'on a eu. Est-ce que j'accepte de payer le prix de continuer à rejeter des gaz à effet de serre? Moi, je connais d'autres solutions qui sont la complémentarité du nucléaire et des énergies renouvelables, et ce n'est pas, entre guillemets, simplement un jeu de mots. Voilà, j'y crois. Allez, on va passer à la question suivante, on accélère un tout petit peu, parce que sinon, tout le monde pourra poser sa question. On présente souvent l'innovation comme étant quelque chose de positif, que ce soit d'un point de vue économique ou scientifique. Mais est-ce parce que l'innovation est le seul moyen d'atteindre nos progrès, ou est-ce qu'on peut considérer que l'innovation peut parfois procurer plus de méfaits que de choses positives? En un mot, je réponds. Si vous voulez, une innovation, c'est vous créer donc, le fruit d'une meilleure compréhension, de capacité à intégrer d'autres, un objet nouveau qui offre certains avantages. Mais face aux avantages, il peut y avoir au contraire des handicaps lourds. Prenons par exemple la thérapie génique, qui formule des espoirs considérables. Comme vous le savez, elle a de la peine à décoller parce que, exactement, il y a un espoir exceptionnel, mais en même temps, les scientifiques, les médecins, etc., qui sont des gens extrêmement responsables dans cette affaire, constatent que ça induit des problèmes autres. Il y a des domaines où la thérapie génique
a marqué des vrais points. Et là, je peux le dire, le CEA, dans quelques domaines avec des scientifiques éminents, a mis au point des moyens de traitement de certaines maladies qui, aujourd'hui, à des échelles de 15-20 ans, commencent déjà à avoir à démontrer pleinement. Mais c'est très sectoriel, si vous voulez. La généralisation n'est pas là. Et donc, je trouve que toute innovation n'est pas progrès, par nature. Une innovation, c'est une vraie création, originale, etc. Mais il faut la tester quant à sa valeur, à son bénéfice potentiel, par rapport, évidemment, comme je l'ai dit, au risque induit et éventuellement aux dommages. Mais est-ce que le mot innovation n'a pas finalement remplacé le mot progrès dans la littérature, dans les débats, dans les médias? Il y avait un papier là-dessus de Gilles Leport dans le New Yorker il y a quelques mois qui était assez amusant, qui racontait cette espèce de mode du mot innovation. Est-ce que finalement le mot progrès n'a pas disparu, lui, du débat public? Oui, non, c'est assez juste qu'on a technicisé au maximum la notion de progrès, précisément, d'abord pour en faire un vrai lieu d'investissement financier. C'était sans doute plus simple de motiver les troupes en mettant en avant la rentabilité, le profit, etc. Et de fait, à partir du moment où on met en avant davantage ces objectifs-là, parce que le progrès, c'est tout simplement c'est une vieille question de la... C'est comme les droits de l'homme, quoi. C'est l'indivisibilité des objectifs, quoi. C'est-à-dire que tout est important. C'est-à-dire que normalement, c'est ça. C'est cette chose très, très compliquée où vous ne pouvez pas faire jouer l'économie contre le social, la technique contre l'éthique, etc. Donc, c'est une quadrature du cercle. Bon, mais comme précisément ça, c'est un idéal humaniste de base, renaissant en plus, vous avez parlé de Léonard, on l'a technicisé. On l'a technicisé, ce qui est une manière à la fois de le financer, et puis dans un second temps, hélas, de le privatiser et de confisquer ses bienfaits sans complot, hein, mais techniquement, mécaniquement. Bon, donc oui, l'innovation est arrivée à prendre davantage le pas là-dessus, avec d'ailleurs un lobby assez fort aujourd'hui qui milite pour que, à côté du principe de précaution dans la Constitution, et nous ayons le principe d'innovation de ligne plus bas, et on va s'amuser, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, il y a un groupe parlementaire qui s'est constitué et qui est très fort. Donc, juste un point sur la thérapie génique, effectivement, et c'est là où tout de même ce sont à la fois des espoirs très importants. Mais quand on dit qu'aujourd'hui on peut lire le génome, c'est très compliqué, parce que quid de cette lisibilité du génome? Bien évidemment, la majorité des spécialistes, des généticiens vous expliquent que, en fait, plus nous avons de connaissances, plus nous avons des incertitudes aussi. Et donc la modernité, qu'on croyait comme une fin de l'incertitude, c'est au contraire une montée en puissance de l'incertitude, d'où la nécessité éthique. C'est qu'on est sur des choses qui sont extraordinairement compliquées à anticiper. Mais je vous donne un exemple. Et ça existe déjà aujourd'hui dans des territoires où, par exemple, des choix de vie. Et vous allez me dire, oui, mais c'est normal, mais en même temps, on ne peut pas éthiquement ne pas s'interroger par rapport à ça. Des choix de vie sont faits en fonction de la thérapie génique, parce que, effectivement, par exemple, je reviens à cette grande histoire de l'amour, vous avez des couples qui désirent être ensemble dans certains pays, et ils sont éventuellement susceptibles d'avoir une maladie, de développer une maladie génique, et donc les tests permettent, sur un très très petit nombre de maladies, de dire, tiens, vous avez 5%. 5%, c'est 95% de chances de ne pas le développer. Sauf que ce n'est pas ça qui est entendu. Ce qui est entendu, ce sont les 5%. Et tout d'un coup, vous avez des choix de vie qui basculent en fonction de ça. Et demain, de plus en plus, nous allons considérer que pour les décisions, la manière... Puisque nous sommes dans un monde de rationalisation de la décision. Or, aujourd'hui, quel est le grand format de la rationalisation? C'est la science. Hein, et pas la science, c'est la technoscience. Donc, bien évidemment, un homme rationnel se dit, pour prendre la décision la plus rationnelle possible, je mets des outils de la technoscience, ce qui est tout à fait normal. Sauf que, bien sûr, vous induisez des comportements nouveaux. Et la question du comité d'éthique, c'est de se dire, tiens, est-ce que le fait d'induire et donc d'inférer sur, entre guillemets, la liberté, le libre arbitre humain, tiens, comment on se situe par rapport à ça? Et ça, ce sont des questions qui, tous les jours, existent.
Parce qu'en plus, non seulement vous avez la remontée, aujourd'hui on lit l'intégralité du génome, c'est-à-dire c'est plus simple techniquement de lire l'intégralité du génome que de entre guillemets, que de le séquencer. Ce qui fait que vous allez voir, c'est vraiment la base, hein, vous allez voir votre médecin, votre conseiller génétique, demain, il n'y a pas de, enfin si les jeunes gens devant, grand métier d'avenir, conseiller génétique, mais vous allez voir votre médecin pour dire, tiens, est-ce que je suis porteur d'un des gènes qu'on a identifié sur la mucoviscidose, machin. Enfin, il y a je ne sais plus combien de gènes qui sont davantage unifiés, entre guillemets, où on voit. Bon, on vous dit non, non, tout va bien. Sauf qu'on lit tout. Donc, là-dessus, vous n'êtes pas malade, mais c'est sur un autre truc que vous n'aviez pas anticipé. Et là, en revanche, vous avez tiré le gros lot. Bon, et là, vous avez un médecin qui quid du droit de savoir, quid du droit de ne pas savoir ce qu'on n'a pas demandé. Et là, vous avez un problème éthique. Et donc, si vous voulez, sur des choses aujourd'hui où à 5 ans, 10 ans, 15 ans, oui, vous êtes dans la possibilité de développer une maladie, jusqu'où vous voulez savoir cela? Jusqu'où je ne dis pas qu'il ne faut pas le savoir, je dis juste que, bien évidemment, ça infère directement sur les choix éthiques et sur la manière de vivre nos vies. Question suivante, allez-y. Bonjour. La relation entre innovation et progrès technique sont des thématiques qui sont importantes en sciences économiques et en droit que j'étudie. J'ai une question qui concerne ce que vous avez dit, Monsieur Bigot, tout à l'heure. Vous avez soulevé le manque évident de connaissances de la part de nos élus concernant les sujets relatifs à la technique et son application. Une méconnaissance d'ailleurs que l'on retrouve aussi sur certaines thématiques économiques et politiques du moment. Que devons-nous faire en fait pour pallier ce manque? Est-ce qu'on devrait accorder plus de pouvoir à la technique au risque parfois de sombrer dans la technocratie, ou alors de former nos représentants, de les éclairer afin de leur apporter des connaissances nécessaires? Cette question vous concerne, mais Madame Fleury aussi pourrait y répondre, parce que tout à l'heure, elle a abordé les sujets. Si je peux me permettre, il y a un temps pour la formation et puis il y a un temps pour l'action. Quand vous êtes élu, généralement, il est difficile en même temps de passer votre temps sur un banc d'école pour apprendre les b.a.-ba de... Voilà. Donc, c'est ce que fait Arnaud Montebourg, hein, vous savez, il retourne à l'école. Là. Il va aller à l'INSEAD pour apprendre, après avoir été ministre de l'économie, il va apprendre l'économie à l'école. C'est juste. Mais il n'est plus élu. Donc il a le temps de... Voilà. Donc je veux dire par là, si vous voulez, il y a un investissement qu'il faut faire au bon moment. Et c'est clair que lorsque vous êtes en situation de décision, pris par 1000 commissions, etc., c'est difficile. Alors le Parlement s'est doté d'un certain nombre d'outils. Il a créé par exemple un office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Je crois que c'est une très bonne instance dans laquelle les élus, sénateurs et donc députés, peuvent solliciter que les scientifiques, les experts, viennent leur exposer les découvertes qu'ils font et qui peuvent peut-être éclairer leur propre débat. Moi, j'avais un rêve, si vous voulez, vous le savez sans doute, au Parlement, il y a chaque semaine des questions d'actualité. Voilà, d'accord? Donc pendant, je crois, 1 heure, vous avez 3 minutes pour poser votre question, 3 minutes pour y répondre. Moi, j'ai proposé à 50 fois à des ministres que, au moins 2 fois par an, les questions d'actualité, c'est des questions scientifiques, dans lesquelles, effectivement, alors je suis un peu plus exigeant, je dis, on vous les passera avant. Vous voyez pourquoi, hein, d'accord? Et après, on pourra compléter. Voilà. Mais je trouve que dans une démocratie qui s'appuie beaucoup sur la technique, personne ne peut le nier, que la représentation nationale, 2 fois par an, consacre son temps à ce que, un peu comme on le fait là maintenant, il y ait un dialogue entre des scientifiques qui ont pris le temps de la réflexion. Ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas plus intelligents que les autres, ce n'est pas vrai. Ils sont tout simplement consacrés à cela, puissent partager ce qu'ils savent et se faire challenger, se faire, entre guillemets, questionner, débattre, de telle sorte qu'on trouve un meilleur point d'équilibre. Voilà, ça fait 20 ans que je promeus cette idée. Si vous m'accompagnez, j'en serais ravi. Un mot là-dessus, par rapport, on va passer aux questions de la salle. Oui, vous avez dit que vous passiez les questions aux parlementaires. Non, je rigole. Bon, les questions d'actualité, madame, ne soyez pas candide, elles sont passées aux parlementaires avant qu'elles soient posées. Oui, mais... Tout le monde le sait, ouais. Non, mais je rigole. Ça commence à se voir, d'ailleurs. Oui, mais on passe aussi, paraît-il, les réponses. Donc, c'est... Vous ne savez plus que moi, alors, madame. Voilà. C'est ça, la philosophie. Voilà.
Donc, non, sur l'Office d'évaluation parlementaire, voilà, entre guillemets, je ne sais plus si c'est une autorité indépendante, mais en l'occurrence, on va dire qu'elle fait office d'autorité indépendante, etc. Et comme tous ces grands organismes qui sont dans notre état de droit, hélas, ils fournissent généralement un travail de très haute qualité. Ensuite, sont-ils lus, écoutés et utilisés ? Pas nécessairement. Donc là, il y a après, de toute façon, parce qu'on produit de plus en plus, je trouve, des outils sophistiqués d'évaluation. Est-ce qu'on en tire nécessairement les leçons? Je crois qu'on a encore un tout petit peu à travailler sur quelle est la place de l'évaluation réelle ensuite dans les politiques publiques et qu'est-ce qu'on en fait précisément comme cause d'innovation ou d'amendement ou de réajustement. On a un petit peu du mal et très souvent on fait une loi qui va venir chasser une autre et à chaque fois on a un coût d'appropriation de la loi qui est compliqué alors qu'on pourrait davantage amender différemment. Maintenant, juste sur la question formation-action qui était binarisée par Bernard Bigot, je crois qu'hélas, aujourd'hui, il y a un continuum très fort et que précisément, c'est pas parce que vous êtes dans l'action que vous n'êtes plus dans la formation et que c'est pas parce que vous êtes dans la formation que vous n'êtes pas dans l'action et que c'est précisément ça, la difficulté d'aujourd'hui. Parce que quand vous avez un élément à ce point constitutif de l'économie, de la transformation des sociétés qui s'appelle la science, qui est devenu le premier grand moteur de transformation sociétale, économique, de fait, vous avez une action et une formation absolument conjointe. Mon point de vue, pour qu'on ne se méprenne pas assez, il faut une formation de base, c'est-à-dire avoir les éléments qui vous permettent justement d'apprendre tout au long de la vie ensuite beaucoup plus aisément, beaucoup plus efficacement. Si vous n'avez pas ces rudiments, ça nécessite un effort trop important qui est une barrière à, je dirais, l'appropriation ultérieure. Alors, j'entends bien, sauf qu'aujourd'hui, tout le problème, c'est la définition de la base. D'un exemple, bien évidemment, volontairement caricatural, mais vous ne ferez jamais une ampoule avec une bougie. Et pourtant, les deux avaient exactement la même finalité. Tous les deux se mesurent en lumen, madame. Mais tous les deux avaient la même finalité. Comprenez ce qu'est un lumen et vous aurez à la fois la compréhension de la bougie et de la lampe. Bon, très bien. C'est vrai que tous les marchands de bougies sont devenus des grands électriciens, j'en suis pas sûre. Mais en l'occurrence, vous avez aujourd'hui une réalité de seuil qui est sans doute plus compliquée pour définir le socle de connaissances. Vous savez très bien pourquoi Edison a développé, c'est parce que c'était au début un marchand de bougies, voilà, et que la bougie ne lui donnait pas satisfaction. On revient toujours au même sujet. Allez, on va passer. On va essayer de satisfaire à la salle, justement. Alors, des questions, vous voulez monsieur là-bas, par exemple, voilà. Questions courtes, hein, vous savez, les questions, c'est l'inverse de l'amour, il vaut mieux que ce soit court. Bon, d'accord, ça marche. Bonjour et merci pour les débats. On est fin 2014, je crois que c'est 11 millions de Français sont sous le seuil de précarité énergétique, 7 millions de Français sont sous le seuil de pauvreté, 1 à 2% des Français ont une fortune totalement démesurée et qui s'accentue tous les ans. Est-ce que la principale innovation, c'est pas de lutter contre cette démesure et un réel partage? Alors, si je peux me permettre juste d'un mot, je suis moins qualifié que d'autres ici. L'innovation n'est pas seulement technique. Il y a des innovations aussi sociales, il y a des innovations aussi organisationnelles. Et le sujet que vous évoquez, qui est la redistribution des richesses, etc., ça fait partie, de mon point de vue, d'innovation que j'appelle sociétale ou politique ou ce que vous voulez. Donc, ne réduisons pas l'innovation simplement à une vision technologique. Ça, vous êtes d'accord? Oui, voilà. Moi, j'ai ouvert sur le paradoxe du surinvestissement dans l'innovation technique au service de la rentabilité, de la profitabilité et surtout des situations d'une certaine manière d'inégalité qui ne changent pas, tout pour faire pour que ça ne change pas, et du sous-investissement sur les innovations qui peuvent éventuellement remettre en cause davantage ces questions inégalitaires. Donc très clairement, moi je milite pour, puisque je défends ardemment, indépendamment de l'innovation sociale, l'innovation simplement démocratique, donc tout simplement sur des citoyennetés actives, je milite. Je suis assez seule sur ce chemin de la militance dont je vais vous parler, à savoir les créations de temps citoyens dans les entreprises. Bon, ce qui voudrait dire tout simplement qu'au lieu de travailler 5 jours, on travaille 4, le 5e ou autre est dédié à la fameuse formation citoyenne, alphabétisation scientifique, parce que moi je suis tout à fait d'accord pour que, puisque je ne dissocie pas la science de la citoyenneté, pour que, voilà. Bon, tout ça pour dire qu'à un moment donné, si
dans un état de droit qui aujourd'hui a une telle sophistication, entre guillemets, d'accès au débat public, bien évidemment, si vous n'êtes pas déjà à ce rendez-vous d'une réelle formation, mais sauf que se former, c'est la durabilité d'un modèle économique, il faut pouvoir se former, et donc nécessairement, il faut comprendre qui assume, le qui pouvant bien sûr être collectif, mais qui assume le temps de cette formation, l'argent, etc., etc. Donc voilà, innovation démocratique, la création de temps citoyen, ça m'irait tout à fait bien. Ce que vous décrivez, c'est un journal, hein. On travaille 4 jours sur 5 à peu près. Le reste du temps, on essaie d'apprendre des choses. Oui. Non, c'est une blague. Allez-y, madame. Elle était très drôle. Oui, bonjour. J'aurais une question pour madame Fleury. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes pour les prothèses bioniques parce que là, on ne fait que réparer l'homme et on ne va pas vers le surhomme. Donc aujourd'hui, un physicien m'a expliqué qu'on peut opérer un aveugle et au lieu d'agir sur le nerf optique qui est déficient, agir sur le cerveau pour qu'il puisse voir. Il peut voir le jour et aussi la nuit. Alors, est-ce que là, on est dans le progrès ou est-ce qu'on est dans le surhomme? Et est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable? Non, non, alors, vous avez tout à fait raison. Je l'ai dit tout à l'heure parce que, pas pour expliquer cette différence quasi impossible et demain absolument impossible, il y a une telle porosité, entre guillemets, entre la réparation et l'augmentation. Vous avez des choses assez faciles, mais très très vite, on voit très bien que, voilà, avec l'effet, là aussi encore, de levier, vous avez la possibilité de quelque chose que normalement vous réparez, en fait, vous donnez une nouvelle habilité. Et donc demain, dès aujourd'hui même, se posent ces questions de, elle passe où la frontière entre la réparation et l'augmentation, et donc derrière sur les questions possibles de renforcement des différences, mais des différences au sens d'inégalité. Donc là-dessus, je ne dis pas du tout que c'est simple. Je dis simplement le contre-intuitif, entre guillemets, de la prothèse bionique qui, dans un premier temps, peut donner l'impression d'une vraie différence de nature, et de fait, il y a une différence de nature entre une main et une prothèse bionique, de fait. Et en même temps, je trouvais qu'il y a certains exemples très particuliers sur ces questions de l'homme augmenté qui, bien évidemment, sont là pour parachever quelque chose qu'on connaît depuis la nuit des temps, à savoir qu'est-ce qu'être un homme et comment essayer d'être un homme. Donc, c'était simplement ça, comment dire, le contre-intuitif de ça. Vous savez, il y a un auteur qui est un grand technophile critique, parce que je crois qu'il vaut mieux aller vers ces auteurs-là tout de même en dernière instance, et qui pense en plus que les révolutions du symbolique, etc., ne sont pas du tout closes, et que demain, notamment par rapport aux questions du clonage potentiel et des filiations de la volonté, etc. En fait, on réinvente au fil de l'histoire aussi sa relation symbolique aux autres êtres, et je pense que là-dessus, il a raison. C'est un auteur qui s'appelle Gilbert Autois, qui a écrit un livre qui s'appelle Species Technica, et qui précisément a cette définition que je trouve pas si mal, et ça renvoie non pas à l'insatisfaction, mais en tout cas à quelque chose qui est toujours du domaine de ce qui reste, à savoir que c'est quoi l'humain? C'est précisément ce qu'on n'arrive pas encore à techniciser, c'est-à-dire qu'au moment où on technicise quelque chose, eh ben, l'humain s'est échappé et il est ailleurs, et donc il est encore d'une certaine manière toujours ce reste qui est devant soi et qui fait que voilà, on est sur le chemin de la connaissance. Alors, c'est pas simplement un pied de nez, mais ça montre, si vous voulez, que voilà, ça s'échappe. Et je crois qu'en dernière instance, il faut avoir cette visée d'une échappatoire de ce qu'est la condition humaine, plutôt que d'avoir cette peur panique de dire « mon Dieu », le transhumain, le surhumain, etc. Ça y est, on a attrapé, on a phagocyté l'humain, on l'a fait disparaître, alors que je crois vraiment que c'est quelque chose qui, à chaque fois, passe de l'autre côté, quoi. C'est un message optimiste, ça. Oui, c'est un message optimiste, vous avez raison de le souligner. C'est un peu rare, ça, par les temps qui courent. Bernard Bigot voulait répondre. Je suis très intéressé par ce que vous avez dit, madame, parce que pour moi, ça montre qu'il y a une difficulté de compréhension. Bon, la vision, c'est quoi? C'est d'abord effectivement donc une optique, un récepteur qui est stimulé et qui envoie un signal nerveux qui est interprété. Donc on ne peut pas voir dans le noir. On ne peut pas voir. Vous pouvez avoir une excitation et là le chirurgien s'est loupé,
C'est-à-dire qu'il a excité en permanence le nerf optique ou le récepteur optique. Voir, ça veut dire c'est des photons qui sont transformés en électricité. D'accord ? Donc, je dis cela juste pour indiquer que la science, elle essaie de comprendre finement les choses et que là, le problème, ce n'est pas, entre guillemets, le progrès, c'est que le chirurgien s'est loupé s'il a excité en permanence, effectivement, la conscience optique. C'est aussi simple que ça. Donc, ça n'a rien à voir avec le progrès, là. Là, c'est plutôt un échec. Oui, non, juste tout de même un point, parce que je ne partage pas tout à fait cet avis, et c'est là où les sciences humaines sont sans doute un peu différentes, c'est que le langage, c'est deux choses. Hein. Le langage, c'est du littéral, donc effectivement, vous nous expliquez que voir, c'est ça, et puis c'est du figuré. Hein. Alors voir, bien évidemment, il y a une définition à chaque fois réappropriée de ce qu'est le voir. Hein. Et bien évidemment, dans ce sens-là, ça fait longtemps que les aveugles voient. Bon, donc, littéral et figuré, ça construit aussi quand même un tout petit peu l'homme. Donc moi, je trouve que le chirurgien, il ne s'est pas si loupé que ça en même temps. Hein. Je ne me confierai pas à lui, hein, mais je vous laisse volontiers. Je vois que vous êtes beaucoup plus optimiste, vous avez envie de voir souvent. Moi, je me contente effectivement de voir avec des photons. Allez, on va passer à la question suivante, on n'a plus beaucoup de temps. Hein, je ne sais pas, monsieur, là-bas. On s'arrête là. Ah oui, vous êtes dur quand même. Hein. Il y a encore plein de gens qui voulaient poser des questions. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous deux. Merci Cynthia Fleury, Bernard Bigot. Ouais, vous pouvez les applaudir, ils ont été très bons. Et ça continue.